Bonjour tout le monde. Les gens commencent à entrer tranquillement dans le webinaire. On va pouvoir commencer. Merci d'être là pour ce deuxième webinaire d'une série de trois. Donc, on en a eu la semaine passée, le prochain lundi. Aujourd'hui, le webinaire va porter sur l'encadrement de l'alcool au Québec. Pour le webinaire d'aujourd'hui, je suis accompagnée de Marianne Dessureau, donc avocate et responsable des affaires juridiques à la SPQ. On va pouvoir parler des grandes lois qui entourent l'alcool, les principaux ministères, mais aussi le lien entre l'encadrement de l'alcool et la santé publique. Je passe rapidement sur la mission de la SPQ. Je pense que pour les gens qui étaient là à notre premier webinaire, là, je l'avais bien expliqué. Sinon, c'est tout sur notre site Internet. Donc, on est une organisation indépendante, important de le nommer, à but non lucratif et on vise une santé durable pour des environnements sains et sécuritaires. Donc, la série de webinaires, je le rappelle, s'intègre dans le grand projet Dialogue Alcool. Donc, une première étape s'est passée en 2022-2023 et là, en ce moment, en 2024-2025, on travaille spécifiquement sur la banalisation de l'alcool. Vous avez le code QR si vous souhaitez en savoir plus sur le projet et d'aller voir aussi tous les outils qu'on a développés jusqu'à présent. Comme je disais, donc, prochaines étapes, le prochain webinaire, donc, qui va être lundi, et également des points de documents là, qui se retrouvent en ligne. Donc, portrait de l'alcool au Québec. Donc, rapidement, quelques petites statistiques pour ouvrir le bal d'aujourd'hui. Au Québec, le nombre de points de vente d'alcool par habitant est 6 fois plus élevé que les recommandations internationales et il n'y a pas de restriction d'emplacement. Donc, il n'y a pas de zonage qui interdit ou qui contrôle l'emplacement de ces points de vente-là. Aussi, les Québécoises et les Québécois sont majoritairement favorables au statu quo tant à la réglementation là, des heures d'ouverture, les heures de vente et les lieux de consommation. Dernière statistique que j'aimerais vous présenter, c'est que l'alcool représente 39,4 des coûts attribuables à l'usage de substances psychoactives dans la province au Québec. Donc, je le rappelle, c'est la substance psychoactive la plus consommée au Québec, mais ça représente aussi un coût social qui est quand même important. Définition de la banalisation de l'alcool. Donc, pourquoi on parle de banalisation? Bon, je l'avais mentionné au premier webinaire. Quand on parle de banalisation, c'est bon, quand l'alcool est associé quasi exclusivement à des effets positifs, puis ça devient non seulement ordinaire, mais aussi omniprésent ou même valorisé de consommer de l'alcool. Et ça va se manifester à travers diverses expressions comme la culture, l'aspect social, politique, légal, comme on va voir aujourd'hui avec Marianne, mais aussi tout ce qui est commercial, marketing. Et ça va faire en sorte que l'alcool va être grandement présente dans la vie quotidienne. Voilà. Donc, je vais laisser la parole à Marianne qui va pouvoir présenter là, tout ce qui est cadre juridique. Je tiens à rappeler qu'on a une période de questions à la fin du webinaire. Donc, l'espace questions-réponses qui est dans le bas de votre écran est déjà ouvert si vous voulez écrire des questions au fur et à mesure. On va vraiment y répondre à la fin. Ça convient à tout le monde. Marianne, je te laisse la parole. Merci beaucoup, Laurence, pour cette belle introduction. Souvent, quand on parle de cadre juridique, surtout pour une substance psychoactive, on se dit, oh mon Dieu, on s'y perd un peu, il y a tellement de choses à connaître, tellement de choses à voir, et des fois, on ne sait pas nécessairement où s'y retrouver, quoi regarder, entre autres quand on veut émettre des politiques publiques. Donc là, vraiment, mon objectif aujourd'hui, c'est vraiment de vous faire vraiment un court portrait. Donc vraiment, vous ne serez pas juste pour vous, que vous puissiez vous y retrouver. Donc il y a beaucoup plus de choses dans le PowerPoint que nécessairement ce que je vais présenter. C'est vraiment pour à titre d'aide et d'aide-mémoire de votre côté. Et n'hésitez pas à poser des questions, là, ça va me faire plaisir de développer le cas échéant. Donc vraiment, le cadre juridique de l'alcool, je l'ai dit, c'est complexe. Et pourquoi? Parce que ça touche beaucoup de domaines quand on parle de politique publique. T'sais, on va parler, quand on parle de consommation d'alcool, on parle d'achat, de vente, de distribution, de fabrication, l'emballage et les étiquetages et aussi le marketing. Donc, pour encadrer tout ça, mais ça touche beaucoup de lois et aussi beaucoup de politiques, des fois publiques et plans d'action gouvernementaux. Si on veut avoir un bref aperçu
Voici un tableau résumé. Là, je vous avise tout de suite, là, ça ne comprend pas, il y a toujours des exceptions pour certains détails, mais de façon générale, ce tableau peut un peu résumer qui a au Canada, entre le fédéral, le provincial et même le municipal, qui a un champ de compétences et peut prendre action. On prend le temps de mentionner le municipal parce que souvent c'est un grand oublié et on se dit qu'on n'a pas les pouvoirs d'action, de pouvoir agir en matière de santé publique et de politique en matière d'alcool. Et pourtant, il y a des leviers. Donc, si je résume rapidement, au niveau du palier fédéral, c'est principalement là, donc, de l'emballage, de l'étiquetage et de la fabrication. Il faut vraiment voir les normes fédérales comme des normes globales qui encadrent de manière un peu macro et qui vont toucher tout ce qui touche le commerce interprovincial ou même des normes de concurrence. Donc, si ça peut toucher ça, dites-vous, ah, il y a des chances que ce soit au palier fédéral. Aussi, les infractions criminelles, par exemple, la conduite avec facultés affaiblies en termes de casier criminel, donc ça va relever du fédéral. Il y a également au niveau CRTC, notamment télé, radio, qui vont, de normes de publicité, qui vont être au niveau fédéral également. Le provincial, pour sa part, jouit d'une grande latitude en matière d'encadrement de l'alcool. Donc, il va toucher tout ce qui concerne sa province et son territoire. Donc, dès qu'on pense pardon, commerce, achat à l'intérieur de la province, donc des normes sur la protection du consommateur, entre autres. Donc, ils vont toucher les publicités, même les entreprises, donc les permis, même des coûts reliés à des permis ou des obligations reliées au permis de vente. Donc, ça va vraiment concerner la province et le municipal. Quant à lui, il va voir tout ce qui est le bon ordre et le bien-être de sa population au sein de son territoire. Donc, ça peut toucher tant de l'affichage extérieur, donc ils vont aller sur des normes d'aménagement du territoire, des fois des fois du zonage ou de la densité, donc où on met quel type de commerce, ça peut relever du palier municipal. Également, les municipalités sont responsables notamment de faire des plans d'action, également pour assurer le bien-être de leur population. Donc, quand on dit plusieurs champs de compétences, je l'ai mentionné, on parle de plusieurs lois. Ça, ce sont vraiment les principales. Celles que vous allez dans votre quotidien peut-être devoir lire ou faire affaire ou voir le plus souvent. Au niveau fédéral, donc en rouge sur la diapositive, ce sont les lois du cadre canadien, donc fédéral. Donc, on peut penser à la loi sur les aliments et drogues et son règlement adjacent, qui est le règlement sur les aliments et drogues. Principalement, ce règlement vient définir les types d'alcool, spiritueux par exemple, les bières, et émettre des normes de fabrication et d'étiquetage, évidemment. Les codes du CRTC, donc normes publicitaires, comme je le disais, là, pour la télé, la radio. Donc, il y a un peu des normes sur des codes de marketing sur les boissons, en faveur des boissons alcoolisées. À l'heure actuelle, c'est principalement Standard Ads, donc normes canadiennes de publicité qui gèrent l'application de ces normes canadiennes. Donc, ce n'est pas nécessairement une loi, mais bien des guides. Ensuite, la loi sur l'accise, en résumé, la taxe, donc taxe fédérale, et comme je le disais, le code criminel qui peut aller, que ce soit de la contrebande, par exemple, ou des conduites avec facultés affaiblies. Tandis qu'au Québec, on peut penser à la loi sur la Société des alcools du Québec. Sans surprise, je vous apprends rien que c'est la loi qui a créé la SAQ et qui gère un peu sa méthode de distribution et comment les intervenants extérieurs ou privés peuvent naviguer avec la SAQ et les fonds de financement. Ensuite, la loi sur les permis d'alcool, ben, ça le dit dans son nom, ça émet les types de permis, donc de catégories. Là, je vais vraiment vous en dire un mot parce que ça va être plus facile de comprendre la suite. Donc, il y a certaines catégories de permis. Donc, il faut en diviser en grandes catégories qui ont un peu de consommation sur place versus consommation à l'extérieur. Je peux penser, par exemple, aux bars, permis de bar, permis d'épicerie, les épiceries qui vont comprendre dépanneurs, stations-service, permis de restaurant. Donc là, il va y avoir de la nourriture également. Et ensuite, les permis de fabricants, par exemple, et des permis des fois de aussi hôtel, club. Donc, il y en a d'autres, mais ce sont les principaux. Et chaque permis, il y a des obligations reliées à chaque permis ou ce qu'ils peuvent faire ou ne pas faire, des heures également d'ouverture, et c'est dans la loi sur les permis de l'alcool.
Ensuite, la loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques, peut-être la norme pour vous donner une idée, ce sont des normes pénales. Le plus simple, interdiction de vente pour les 18 ans et donc d'achat pour les 18 ans, c'est dans cette loi. J'ai oublié de vous mentionner, loi sur les permis d'alcool qui a créé également le règlement sur la promotion et la publicité. Une dont on va vous parler plus régulièrement car c'est la loi là, qui met des normes pour les titulaires de permis. Et enfin, bon, la loi sur la taxe de vente et les lois sur la taxe spéciale mises sur l'alcool. Si je vous donne quelques faits saillants, donc des normes que vous allez peut-être rencontrer ou qui sont pertinentes à connaître dans vos milieux, une boisson, une boisson et de l'alcool. Donc, c'est quoi de l'alcool? Est-ce que c'est 0, 0,1? Donc, la loi, autant canadienne que québécoise, reconnaissent que ça va être soumis aux règles que je viens de vous présenter et aux lois si ça contient plus de 0,5% d'alcool. Donc, avant ça, donc c'est pour ça qu'on peut voir des fois sans alcool. Avant ça, ça ne considérera pas les mêmes règles. Prix minimum sur la bière vendue au détail, qui est également dans les lois québécoises. Donc, prix minimum, il faut comprendre qu'au Québec, c'est uniquement sur la bière vendue en épicerie. Donc, les titulaires de permis d'épicerie, stations-service, dépanneurs, eux sont soumis à un prix minimum de vente. Et c'est une indexation annuelle et un calcul en fonction de la teneur en alcool et de la quantité achetée. Pour les autres types d'alcool, il n'y a pas de prix minimum au Québec. Taxe spécifique, je l'ai mentionné, donc c'est important de savoir qu'en plus de la taxe fédérale et de la taxe provinciale, il y a une taxe additionnelle spécifique sur les boissons alcooliques. Vous avez les montants ici que je vous ai mis dans la diapositive, qui est perçu par Revenu Québec. Et il y a également, petit fait un peu particulier pour le Québec, il est possible, autant pour un consommateur ou une personne du public ou même de l'industrie, de faire des signalements concernant un titulaire de permis auprès de la Régie des alcools, des courses et des jeux. Donc, c'est vraiment des plaintes et dénonciations anonymes qui peuvent être faites en cas de non-respect. Donc, vous êtes témoin d'une publicité qui vous choque ou que vous considérez, ou une pratique que vous considérez inadéquate, il est possible de faire une plainte sur la page web de la Régie. Donc, ce système de dénonciation n'existe pas très rarement dans les autres provinces canadiennes. Au niveau des règles publicitaires, j'en ai brièvement parlé. Donc, ça concerne, là, les règles du règlement, concernent uniquement les titulaires de permis. Donc, les bars, les restaurants, épiceries, permis de réunion, par exemple. Donc, en soi, ce règlement, donc, qui vient dire, par exemple, qu'on ne doit pas faire la publicité de consommation, de la publicité non responsable. On doit éviter certains types de pratiques marketing comme les open bars, donc les bars ouverts, soirées des dames par exemple. C'est applicable uniquement aux titulaires de permis. Et en ce sens, la SAQ n'est pas un titulaire de permis, c'est vraiment une autre loi et c'est un monopole d'État. Donc, au sens de la loi, tel qu'écrit, la SAQ n'est pas soumise au règlement sur la promotion et la publicité. Donc, ensuite, s'il y a une conformité de la SAQ, c'est par désir d'entreprise, donc une directive d'entreprise, et non pas une obligation de la loi. Et enfin, l'interdiction, il y a une interdiction de vendre certains produits au Québec. Donc, des boissons de plus de 7% d'alcool, il n'est pas possible d'en retrouver en épicerie et en dépanneur. Donc, c'est uniquement auprès de la SAQ. Cet ajout à la loi a été fait, donc à la loi sur les permis d'alcool, a été fait suivant le malheureux décès de la jeune Athéna Gervais qui avait bu des grandes quantités d'alcool à haute teneur en alcool dans un dépanneur qui était décédé, si je me souviens bien, vers 2014. Donc ça avait été un ajout et qui est toujours resté. Et au niveau fédéral, ça a été ajouté il y a quelques années, si je ne me trompe pas, vers 2018-2019, que les alcools purifiés aromatisés, donc qu'on appelle aussi des alcopop, boissons maltées, des boissons de malt également, donc qui sont sucrées et à haute teneur en alcool. Il n'est pas possible d'en vendre si ça contient plus de 1,5 verre standard dans le contenant. Donc, si, par exemple, un contenant d'une bière, d'une canette, on va dire standard de 473 millilitres, le maximum d'alcool que cette canette pourrait contenir, ça va être 5,4% d'alcool.
Donc ça, c'est vraiment dans la loi sur les aliments et les drogues que cet ajout a été fait. Quand on parle de règles, il faut savoir aussi qui les applique et à qui on a affaire si, par exemple, on veut faire des recommandations de politique publique. Donc, les lois en matière d'alcool sont gérées principalement par 4 ministères. Le ministère de l'Économie et de l'Innovation, qui s'est ajouté là, au niveau plus ce qui est des règles commerciales et développement économique, et qui va émettre certains programmes aussi, donc pour les alcools québécois. Le ministère de la Sécurité publique, donc qui s'occupe de l'application des lois, notamment des infractions en matière de boissons alcoolisées, sur les permis, qui est géré principalement par la Régie des alcools, des courses et des jeux, qui est son organe d'application. Le ministère des Finances, qui s'occupe de la SAQ, et le ministère de la Santé et des Services sociaux, qui principalement va relever pour ce qui est des programmes et des politiques de prévention, notamment, par exemple, de lutte contre les dépendances. Quand on parle d'acteurs, en plus de ces ministères, on peut penser à certains organes étatiques, dont la Régie des alcools, des courses et des jeux, qui s'occupe de l'application de la loi, recueille les plaintes, émet les permis, et également s'occupe du tribunal administratif si, par exemple, suivant une plainte. Donc, c'est vraiment un organe d'information aussi auprès des membres de l'industrie. La Société des alcools, donc la SAQ, qui a été créée et régie par la loi. Donc, sa mission, officiellement dans la loi, est de faire le commerce des boissons alcooliques. Toutefois, il y a eu un ajout dans les dernières années à leur mandat, par exemple dans leur rapport annuel sur leur site web, qui vient préciser assurer le commerce responsable des boissons alcooliques. Mais comme je l'ai dit, cet ajout est volontaire et ne fait toujours pas partie de la loi à ce jour, un peu contrairement à l'instar de la loi sur l'encadrement du cannabis. Donc, comment la santé publique s'insère dans tout ça? Bien, on parle, c'est sûr, quand on parle de consommation d'alcool, il y a des liens à faire avec la santé. Donc, c'est nécessaire de faire de la promotion de la santé, de saines habitudes de vie et de prévention, donc sur les dépendances, qui doivent être enchâssées dans des politiques gouvernementales. Et ces politiques gouvernementales ou ces orientations doivent se refléter dans nos lois. Je viens de dire, là, par exemple, l'émission de commerce responsable ou de consommation, des fois qu'on va dire responsable, ou de notion de santé ou de prévention, ne font pas partie en ce moment de la mission de la SAQ dans la loi. Et on parle toujours de protection du consommateur, protection des personnes, par exemple mineures. La loi, les règlements sur la promotion publicité parlent de désir de protection des personnes mineures, mais il faut comprendre des fois qu'il y a d'autres publics également et que certaines politiques publiques devraient être mises en place pour pouvoir protéger le plus grand nombre de populations. Et ce sont des cadres, donc la présentation que je vous ai faite aujourd'hui, ce sont des pistes toujours pour mieux comprendre et quand vous avez, si vous voulez, émettre des souhaits de politique publique, où elles pourraient s'insérer dans notre cadre juridique actuel. Donc c'est possible d'insérer de la santé publique dans nos cadres légaux. Donc c'est ce qui fait le tour. À toi, Laurence. Merci. On va pouvoir commencer la période de questions. Comme je l'ai mentionné, là, juste en bas de votre écran, vous allez avoir la section questions et réponses, donc Q et R. Je vous laisse le temps un peu de d'écrire vos questions. Pendant ce temps-là, je reviens encore une fois. Donc, prochain webinaire lundi prochain qui va clore notre série de 3 webinaires. Ça va être sur le marketing et les impacts là, que le marketing peut avoir sur les habitudes de consommation. On va aussi avoir masse critique qui va être présent avec nous, donc un OBNL pour parler de marketing durable. Donc, comment un peu les possibles pistes de solutions. Euh, les webinaires vont aussi se retrouver en ligne, donc vous allez pouvoir les revoir. Vous allez avoir aussi les présentations, donc tous les liens qui se trouvent dans la présentation de Marianne vont être disponibles. On vous a aussi laissé deux documents là, que nous avons produits à ce sujet-là, donc encore plus de ressources. Kim, je vois que ta main est levée, donc Kim Brière, si tu veux te présenter en même temps Tout pour à les gens qui fait. t'écoutent.
Ben, merci en fait à tout le monde d'être là. Je pense que ça fait un excellent survol d'ailleurs. Là. Merci à Marianne qui, je crois, tente à quelque part de nous restituer à travers finalement plusieurs lois là, qui touchent au niveau de l'alcool. C'est intéressant parce qu'on a vraiment de plus récentes lois effectivement avec le cannabis là, qui nous démontrent aussi qu'on peut entraîner de par l'encadrement réglementaire vraiment un petit peu plus de resserrement ou de mesures qui permettent de protéger la santé. Donc, je vous laisse peut-être répondre à la première question, mais si jamais vous souhaitez aussi rebondir au niveau de quelques recommandations de modifications qui pourraient être apportées éventuellement pour protéger la santé, je crois qu'il y avait plusieurs idées de partenaires là, qui sont sorties au fil de nos dernières consultations. Merci. Oui, Marianne, donc on a deux questions qui sont arrivées. La première, si j'ai bien compris, la SAQ n'est pas soumise à l'interdiction de promotion publicité sur l'alcool. Est-ce bien cela? Les autres commerces de l'alcool y sont soumis. Pourquoi cette différence? Oui, vous avez bien compris. En soi, ça ne fait pas partie de ces règles dans la loi. Donc, lorsque la SAQ a été créée, il n'y avait pas dans la loi de création, il n'y a pas de normes de restriction au niveau du marketing. C'est sûr que quand on lit, par exemple, leur rapport annuel ou leur présentation publique, communiqué de presse, ils se disent accepter de respecter le même cadre que les autres acteurs de l'industrie, mais au niveau légal, si on suivait strictement le texte de la loi, ils ne sont pas obligés de le faire. Pourquoi cette distinction? Bonne question. Je pense que c'est une question de création d'un État versus ensuite soumettre l'industrie. Donc, c'est peut-être aussi des plus vieilles lois, mais c'est peut-être une piste de réflexion de la pensée également pour le futur. Oui. N'hésite Deuxième pas à question. ajouter, Laurence, si tu le désires, aux questions, là. Non, oui, ben, je pense que c'est très bien répondu de pourquoi la différence. Mais oui, ça l'emmène quand même beaucoup de questionnements. Puis c'est pour ça qu'on souhaitait le nommer aussi, parce que c'était quelque chose qui est peu connu du grand public. Puis c'est, je pense, important à savoir. La deuxième question, vous parliez qu'il n'y avait pas de vente de boissons à plus de 7% dans les dépanneurs. Cela n'inclut pas le vin. Point d'interrogation. Euh, En fait, là, si je vais la chercher, c'est certain qu'à la base, là, ça a été vraiment plus pour les. Le vin va être effectivement exclu parce que certaines, la loi est précisée à l'exception des vins tels qu'est dicté par l'article X de la loi sur la SAQ. Donc oui, effectivement, maintenant, la SAQ peut avoir certains, si on veut, je vais dire des comptoirs SAQ. Donc ça ne fait pas partie, mais c'est vraiment régi un peu par la SAQ. Donc c'est comme un peu une agence qui est mise là. Mais tout ce qui est boisson de malt, alcopop, des bières plus fortes ou même s'il y avait d'autres types. En soi, les spiritueux ne sont pas censés se retrouver là, donc si vous en voyez, c'est pas normal. Donc, tout autre produit, ça ne doit pas contenir plus de 7%. Mais dans certains vins épiceries, effectivement, on peut en trouver. C'est mis en petite exception. Merci. Une autre question. Est-ce que la SQDC fait du lobbying pour avoir les mêmes privilèges, en guillemets, de vente que la SAQ? Exemple, verrons-nous une carte Inspire pour la SQDC? Ben, c'est certain, c'est pas tant, faut comprendre que la SQDC et la SAQ sont un petit peu une même entité. Est-ce que les acteurs de l'industrie du cannabis font des pressions en prenant le modèle de l'alcool pour dire, ben, regardez, ça fonctionne en alcool, il faudrait libéraliser le commerce? Ben, ce serait un peu se mettre la tête dans le sable que de dire que ça n'existe pas. Donc oui, surtout dans les débuts, lorsque la loi de cannabis était en création, et c'est toujours un peu, des fois, l'inquiétude en santé publique de se dire, mais est-ce que avoir un modèle plus laxiste aux côtés de nôtre, des fois, c'est plus. On peut se dire, ben, il faut se comparer, oui, mais peut-être fois ne pas perdre des acquis. Donc, mais dans la loi sur l'encadrement du cannabis, à l'heure actuelle, telle qu'écrite, non, ce n'est pas permis d'avoir une carte style Inspire pour la SQDC. Kim, je crois que tu voulais faire un ajout. Tout à fait. En fait, c'est une excellente question aussi. Là, Marianne m'avait bien expliqué d'ailleurs que la SQDC relève de la SAQ, même dans la loi. Donc, on voit effectivement qu'il y a des liens. De mon côté, je pense que je trouvais intéressant aussi là, de pouvoir ramener en fait l'idée selon laquelle il y a un concept qui s'appelle la capture réglementaire, qui est le fait que lorsqu'il y a des substances, par exemple, dont le cannabis, qui sont légalisées,
avec le temps, avec aussi la place parfois de l'industrie qui va avoir tendance à avoir une influence au niveau de l'État, parfois il y a des assouplissements aussi réglementaires qu'on voit qui se mettent en place. Donc, d'où l'importance de garder vraiment une vigie pour voir à ce que lorsqu'il y a des révisions au niveau de la loi, etc., qu'on puisse s'assurer finalement de lever là, les drapeaux rouges pour conserver nos acquis au niveau de la protection de la santé et de la sécurité publique. Puis je rebondis aussi là, sur une des questions un petit peu plus tôt qui questionnait au niveau de la promotion de la publicité d'alcool. Quand même intéressant de voir qu'en novembre dernier, on avait remarqué aussi, là, en faisant un sondage léger auprès de plus de 1000 personnes, que quand même 70% des personnes qui répondaient appuyaient l'idée selon laquelle on devrait cesser de faire de la publicité dans l'espace public qui est accessible aux enfants. Il y a toute une question à savoir, est-ce que justement l'exposition plus jeune, répétée de façon fréquente, finalement, va avoir une incidence sur la consommation? Et ça a été démontré là, dans différentes recherches. Donc, il y a certainement des pistes pour pouvoir entraîner des réformes à ce niveau-là également. Merci. On a un commentaire aussi. Il serait intéressant d'avoir ce genre de présentation pour voir les différences, ressemblances avec les lois sur l'alcool, le cannabis, le tabac et le jeu. Super intéressant, mais oui, c'est des parallèles qui sont souvent faits de voir un peu comment la construction de la loi sur le cannabis a été faite. Puis les parallèles qu'il est possible de faire avec l'alcool, là, il y a plusieurs initiatives qui sont venues avec la loi encadrant le cannabis qui sont super intéressantes, là, sur lesquelles on trouve qu'il serait intéressant de s'inspirer pour, euh, pour l'alcool. Entre autres, bon, sur la promotion Kim l'a mentionné, mais aussi bon, sur des fonds réinvestis sur le continuum de l'alcool, donc autant prévention, promotion et traitement des dépendances qui peuvent être reliées à l'alcool. Bien sûr. Gardons en tête, effectivement, là, faire un modèle comparatif. Là, des fois, effectivement, on peut s'y perdre des fois quand on a travaillé avec, dans tous ces milieux-là en même temps. Tout à fait. Puis je pense qu'il y a certains éléments aussi qui ont été discutés là, dans nos consultations, notamment on voit par exemple avec le tabac que les produits vont vraiment être masqués, par exemple dans certains établissements, là, comme dans les dépanneurs, les produits vont être cachés du public pour justement éviter une exposition au niveau des jeunes. Donc il y a vraiment différentes mesures, puis quand on prend le temps de regarder l'encadrement légal, ça donne des super pistes. Donc un projet probablement pour la SPQ avec Marianne également. Mais merci pour les Merci. questions. Très pertinent. On n'a plus de questions pour l'instant. Il nous reste encore quelques minutes. Marianne, je ne sais pas s'il y a des éléments que tu voulais ajouter sur ta présentation. S'il y a quelque chose qu'on pourrait peut-être clarifier, c'est au niveau du pourcentage d'alcool pour être considéré comme une boisson alcoolisée. Donc, tu ne mets que les 0,05 si je ne me trompe pas, d'alcool sont pas considérés comme des boissons alcooliques. C'est ça? Exact. En fait, exactement. Donc, ça va être, on considère de l'alcool soumis aux règles à partir, quand ça contient plus de 0,5%. Donc, c'est ça. Donc, c'est pour ça que des fois, sur les tablettes, on peut voir des boissons sans alcool qui vont quand même contenir un petit pourcentage d'alcool. Et si jamais ça vous intéresse là, d'aller fouiller sur Internet et de voir, il y a des procédures judiciaires qui sont en cours pour justement bon, ben, dire que c'est une fausse promotion, donc c'est une fausse information qu'on donne aux consommateurs de dire que c'est sans alcool alors qu'il y a un pourcentage d'alcool à l'intérieur. Donc, si Exact. j'avais... Oui, vas-y, Marianne. Discuter, non, des recours collectifs, notamment parmi les requérants, on parle de personnes des fois enceintes, donc qui mentionnaient qui désiraient ne pas prendre d'alcool et qui finalement se sont retrouvés avec des produits à 0,5. Donc c'était une fausse représentation. Donc bel ajout, Laurence, tu as tout à fait raison. Merci. Donc Je trouve que c'est garde un un point œil. important. Oui, personnes enceintes, mais aussi bon, tout ce qui est mineur, c'est genre des vies, Marianne, qui peuvent en acheter Exact. aussi. Donc, Et c'est... à ça, j'ajouterais, et porter attention. Porter attention des fois au marketing de ces boissons qui sont considérées comme n'étant pas de l'alcool, mais étrangement, je vais le dire, le branding, mais donc le marketing, la promotion, l'étiquetage et l'emballage qui est fait autour est souvent très similaire à des boissons alcoolisées de marques connues. Et des fois, bon, la question se pose, c'est un incitatif à amener vers autre chose, donc notamment chez les plus jeunes ou chez les personnes mineures. Donc, alors qu'on sait que dans certains pays, on interdit aux boissons, soit sans alcool ou à faible dose, de porter les mêmes marques.
et les mêmes couleurs que les boissons alcoolisées. Merci. Et déjà, midi 29, quand on dit webinaire express, c'est express. Donc, je rappelle, ça va être disponible en ligne là, vers la fin de la semaine prochaine pour toute la série de webinaires. Si vous voulez vous inscrire, ça va nous faire plaisir de vous voir lundi prochain pour le webinaire sur le marketing. Je vous laisse aussi les informations. Donc, si vous voulez nous écrire, nous appeler, discuter avec nous des enjeux que vous voyez sur l'alcool ou d'autres substances aussi, on est super ouvert à discuter de vos priorités et de voir ce qui se fait un peu partout au Québec. Donc, je vous laisse la fin de votre pause dîner. Merci encore d'avoir été là et à la semaine prochaine, je l'espère. Au revoir. Merci à tous et à toutes.